bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette salle de l'Athénée municipal. Je suis le docteur Eric Alvirat, je suis conseiller municipal à la mairie de Bordeaux, je suis délégué à la vie associative. Et je souhaitais évidemment la bienvenue au président de la CAGION, Michel Pétrin, à vos intervenants de tout à l'heure, c'est-à-dire cette dame qui est enseignante en français et culture générale, qui se présentera tout à l'heure, et bien entendu son voisin qui est ingénieur agroalimentaire. Mesdames et messieurs, je suis ravi de représenter Alain Juppé et de participer ainsi à une conférence dont le thème est « Peut-on se passer de viande ?», une des préoccupations sociétales actuelles. En France, on compte entre 2 et 3% d'adeptes du végétarisme et 30% de Français se verraient bien opter pour le flexitarisme, ce qui veut dire tout simplement initier sa consommation de viande. Mais je pense que je parle à un public d'initiés, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails. Après des scandales alimentaires à répétition, la mise en jour de nombreux cas de maltraitance animale dans les abattoirs, des récentes études sanitaires sur l'impact d'une consommation excessive de viande, celle-ci a suscité évidemment une multiplication de critiques. Parmi les motivations qui poussent nos citoyens à modifier leur alimentation, leur comportement alimentaire, il y a entre autres le bien-être des animaux, la santé de nos concitoyens et des raisons écologiques, bien entendu. Cette surconsommation provoquerait, mais vous le verrez dans les prochaines interventions, des déséquilibres écologiques, déforestation dans le monde, réchauffement climatique, ou pollution des sols ou des rivières. Mais également, bien entendu, des conséquences néfastes pour notre santé avec l'utilisation, par exemple, excessive d'antibiotiques qui provoqueraient, comme vous le savez, des résistances des bactéries. Ces sujets seront bien entendu évoqués ultérieurement. Permettez-moi cependant de vous donner quelques informations sur la politique de la ville de Bordeaux. À son niveau, la ville de Bordeaux est signataire de la charte ville active du programme national Nutrition Santé. S'engage autour de la nutrition en faveur des enfants, mais aussi des adultes. À Bordeaux, les repas, pour ceux qui ne le sauraient pas, sont confectionnés dans une cuisine centrale du CIBU, qui signifie le syndicat intercommunal à vocation unique, Bordeaux-Mérignac, établissement public qui associe les deux communes, Bordeaux et Mérignac. Dans cet équipement moderne, près de 21 000 repas de qualité sont préparés chaque jour et permettent ainsi de restaurer les enfants des écoles primaires, les centres de loisirs, les clubs seniors, les restaurants du personnel municipal et des repas livrés à domicile aux personnes âgées. Ce système qui garantit une meilleure maîtrise de l'hygiène est également gage de goût et de qualité des aliments. Le niveau de qualité attendu de cette cuisine par la ville de Bordeaux a fait l'objet d'une convention entre la ville et le CIBU. Celle-ci prévoit notamment des commissions de menus et des réunions de suivi de la qualité sur l'achat également des matières. Les cuisiniers doivent utiliser des légumes et des fruits crus de saison. Les OGM et autres produits d'agriculture sont absents de la chaîne de production des repas. Enfin, des denrées issues de l'agriculture biologique sont régulièrement utilisées. Enfin, les écoles maternelles et élémentaires en RRS, c'est-à-dire réseau de réussite scolaire, sont fournies en lait bio. Aujourd'hui, près de 24% des plats proposés aux enfants de la ville de Bordeaux sont issus d'une alimentation biologique et durable, majoritairement des produits locaux, labellisés et AOC. Pour inciter les enfants à manger des fruits sous toutes leurs formes, la ville et le CIBU sont partenaires de l'opération Un fruit pour la récré. Ainsi, les enfants des écoles volontaires situées en réseau d'éducation prioritaire bénéficient d'une distribution de fruits une fois par semaine pendant le temps scolaire. Une semaine, nommée Fraîche Attitude, est également initiée dans la conception des menus, afin de favoriser la consommation de fruits et légumes crus de saison. Autre initiative, une fois par mois, les assiettes des cantines scolaires sont végétariennes. Cette initiative est tout autant destinée à défendre la santé des enfants que notre environnement. Pour conclure, personnellement, je suis certain de ne pas être un vegan. J'ai bien révisé avant de venir. Je ne sais si je fais ou ferai partie des 30% des flexitaristes. Mais pour l'instant, et jusqu'à aujourd'hui, j'avoue bien apprécier de manger une bonne viande sans antibiotiques, si vous me permettez, mais également un bon poisson en espérant qu'il n'a pas traversé quelques rivières ou mers polluées. Et évidemment, je reste ouvert à toute proposition. En tant que cardiologue, permettez-moi aussi de terminer par une phrase de Alphonse de Lamartine. On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous souhaitez la bienvenue, vous souhaitez une bonne réunion. Je vous remercie d'avoir organisé cette réunion qui sera évidemment très constructive. Merci de votre attention.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom de l'association Acta Gérant de votre présence, d'être venus si nombreux. La salle est quasiment pleine. Je remercie aussi M. Abzerat pour son discours d'accueil et du fait qu'il représente M. Juppé qui n'a pu être présent ce soir. Nous sommes en effet heureux de constater que cette nouvelle question éthique s'immisce petit à petit dans le débat politique, à l'instar de l'Allemagne qui a interdit le broyage de tous animaux par exemple. Car au-delà de la question éthique, vous allez voir, comme l'a dit M. Abzerat, qu'il s'agit aussi d'une question de santé publique et d'avenir de notre planète. Alors, pour commencer cette conférence, je vais laisser la parole à Laurence Bouteille, enseignante et auteure du livre L'innocence des animaux, qui va vous parler de l'aspect philosophique de cette question. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ces derniers temps, on a tous vu des images effroyables sur l'enfer que vivent les animaux dans les abattoirs. Des abattoirs qui ont d'ailleurs été retranchés dans des endroits camouflés, loin des villes, loin des yeux, loin du cœur, comme pour exorciser notre culpabilité. Alors ça veut dire que nous n'aimons pas voir souffrir les animaux, mais beaucoup ont du mal à renoncer à leur steak. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'étendre notre compassion à l'égard des animaux, ou plutôt à l'égard de certains animaux? Eh bien, tout est fait pour institutionnaliser l'exploitation animale. Donc des lobbies, le matraquage publicitaire, l'éducation, l'enseignement, des traditions millénaires, des croyances, et donc des pressions sociales. Alors je vais commencer d'abord par l'enseignement. L'enseignement repose sur un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on est très attaché à la théorie de Darwin, et de notre côté, on est très attaché au mythe d'un propre de l'homme qui justifierait la domination de l'homme sur l'animal. En fait, on adore enseigner les différences entre l'homme et l'animal. Alors, sur cette image, donc effectivement, on voit des différences de couleurs, des différences de forme, mais on peut voir aussi une ressemblance fondamentale. Les animaux ont tous des yeux comme nous pour voir. Donc en fait, on peut voir dans cette image simplement une variation sur le même thème génétique. Alors ce qui est amusant, c'est que l'homme n'a jamais pu se passer de l'animal pour se définir. L'homme reconnaît volontiers qu'il est un animal, oui, mais un animal social, un animal politique, un animal religieux. En fait, l'homme estime qu'il a toujours quelque chose en plus par rapport à l'animal. Alors ce quelque chose en plus que nous croyons, eh bien, on l'appelle le rire, le langage, la conscience et la morale. Comme si l'animal était une étape moindre sur une échelle graduelle de valeur. En fait, l'homme se considère comme le moins animal de tous les animaux. Alors, qu'est-ce que nous dit Darwin dans la théorie de l'évolution? Darwin montre que nous sommes cousins des animaux. Des proches cousins pour certains, des cousins plus éloignés pour d'autres. En fait, Darwin montre implicitement que l'homme n'est pas un animal au-dessus des autres, mais un animal parmi les autres. Et donc, vous voyez, en fait, Darwin nous a perchés sur le même arbre généalogique que les autres espèces, qui plus est aux côtés des grands singes. Alors, à l'époque, cette conception, cette évolution a été vécue comme une grande blessure narcissique, parce que l'homme, en fait, était rétrogradé de son piédestal. Alors, la théorie de Darwin a été validée aujourd'hui sur le plan génétique, puisque on sait, quand on fait un séquençage, le séquençage c'est la lecture de l'ADN, eh bien on sait que nous partageons un même patrimoine génétique avec l'ensemble du vivant. Alors on sait qu'on est par exemple proche du singe, nous partageons plus de 98%, 99% de nos gènes, mais on est aussi proche du cochon. On partage 95% de nos gènes avec le cochon. Alors contrairement à ce que l'on peut croire, le cochon est un animal intelligent, aussi intelligent qu'un chien, très sensible, très joueur, très propre. C'est d'ailleurs le cousin du sanglier. Et d'ailleurs, c'est le nouvel animal de compagnie
dans certains pays d'Asie. Et Claude Lévi-Strauss s'amusait à dire que quand nous mangions du cochon, eh bien, nous étions plus ou moins des anthropophages, parce que nous mangeons nos cousins. Alors, là, vous voyez finalement une autre variation sur le même thème génétique. Donc, que nous soyons des mammifères terrestres ou des mammifères marins, l'humain, le chimpanzé, l'éléphant, la chauve-souris, le dauphin, eh bien, nous avons tous 5 doigts. Alors, parallèlement à la théorie de Darwin, eh bien, on enseigne encore que les animaux n'ont pas de conscience. On estime que les animaux agissent de façon machinale, comme si une force agissait à leur insu. Alors, vous connaissez peut-être bien le philosophe Descartes qui dit que les animaux sont des machines. En fait, Descartes considérait que les animaux sont de formidables machines automatisées, sans conscience, qui évoluent au gré de leurs stimuli, au gré de leur instinct. Alors, on part toujours effectivement d'instinct maternel, instinct de survie. On a vraiment du mal à utiliser le mot d'amour maternel. Donc, quand par exemple on arrache le veau à sa mère, eh bien, on a vu des vidéos, on voit parfois la vache qui poursuit l'agriculteur. Mais qu'on se rassure, c'est l'instinct maternel, elle va vite s'en remettre. Voilà, c'est un comportement stéréotypé. Alors d'abord, qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est ce qui fait que nos actions sont préméditées, c'est ce qui fait que nos actions ne sont pas mécaniques comme le cligner des yeux, par exemple. Donc les animaux évoluent dans un milieu qui parfois réserve des surprises. Donc les animaux sont obligés de faire des choix. S'ils font des choix, ils ont conscience d'un bon choix, ils ont conscience d'un mauvais choix. Alors le philosophe Husserl disait que toute conscience est conscience de quelque chose. Conscience de la chaleur, conscience du froid, conscience de souffrir. Les animaux ont assurément conscience de souffrir. Non seulement ils ont conscience de souffrir physiquement, mais aussi psychologiquement. Donc les soigneurs, les vétérinaires vous le diront, tous les jours ils ont affaire à des animaux qui développent des troubles du comportement. Donc notamment dans l'élevage intensif, certains sont atteints, enfin plutôt beaucoup, sont atteints de stéréotypie, et dans les cirques d'ailleurs aussi. Certains se laissent mourir, d'autres perdent le goût de la vie après la mort d'un compagnon humain ou animal. En fait, il y a 2 types de conscience. Il y a une conscience sensitive, c'est-à-dire que ce sont nos sens qui nous donnent conscience du chaud, du froid, de l'humidité. Les animaux interagissent avec leur environnement. Et il y a une conscience plus intellectuelle. Voilà. C'est-à-dire que dès lors qu'un animal utilise un outil, il est dans l'abstraction. Il voit l'objet autrement que ce qu'il paraît être. Quand une grive, par exemple, utilise une pierre pour casser la coquille d'un escargot, elle est dans l'abstraction. Elle est dans le concept. Alors par contre, c'est vrai qu'on ne sait pas jusqu'où va cette conscience intellectuelle. Mais on sait que les animaux produisent des images mentales. Votre chien, votre chat rêve. Alors bien sûr, nier toute conscience chez l'animal, c'est un paravent idéologique très confortable. C'est très rassurant psychologiquement. Donc on a moins de remords à emprisonner les oiseaux dans des cages, un poisson rouge dans un bocal, à immobiliser des truies pendant des années sur du béton, ou à séquestrer les animaux dans des laboratoires d'expérimentation. Alors, c'est vrai que plus l'animal s'éloigne de notre morphologie, plus on a du mal à évaluer sa souffrance, son degré de souffrance. Quel est le degré de souffrance d'un homard que l'on plonge dans l'eau bouillante? Quel est le degré de souffrance d'un poulpe ou d'une langouste que l'on fait griller vivant? On ne le sait pas. Alors, à l'époque, Geoffroy Saint-Hilaire, qui est un contemporain de Darwin, dit que finalement, nous ressemblons au homard. Alors à l'époque, on s'est vraiment... ça fait beaucoup rire, on s'est moqué de lui. Et en fait, Geoffroy Saint-Hilaire, d'autres naturalistes, dit que la différence entre l'homme et l'animal,
ou plutôt le homard et l'homme, c'est que nous avons un endosquelette. C'est-à-dire que nous avons un squelette où nous avons des parties dures à l'intérieur et des parties molles à l'extérieur. Le homard, lui, il a un exosquelette. Donc il a des parties dures à l'extérieur et des parties molles à l'intérieur. Mais quand vous le retournez, il a des doigts, il a des yeux. En fait, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est l'homme a-t-il conscience que les animaux ont une conscience? Qui peut croire encore que les animaux ne sont pas conscients de leurs états émotionnels? Donc, les animaux éprouvent de la peur, de la joie, de la tristesse, ils éprouvent de l'ennui, de la jalousie, de la colère. Alors par contre, ceux qui ont la chance d'exprimer explicitement leurs émotions, eh bien cela nous émeuve, cela nous attendrisse. Par contre, les autres, pour leur plus grand malheur, eh bien nous laissent indifférents. Certains se demandent encore si le taureau souffre terriblement dans la corrida quand on transperce sa chair avec des banderilles. Si on remplaçait le taureau par un chien ou un chat, ce serait inadmissible, on ne le supporterait pas. Donc on a l'impression que le taureau est impassible. Mais il est comme nous. Quand on le transperce, quand on le blesse, il saigne. Alors pour ce qui est de la conscience de soi, eh bien en philosophie, on a résumé la conscience de soi au test du miroir. Alors, on estime que voilà, certains animaux se reconnaissent dans le miroir, donc ils ont conscience d'eux-mêmes. Par contre, d'autres ne se reconnaissent pas dans le miroir, donc ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Mais la conscience ne se résume pas à se reconnaître dans un miroir. Des aveugles qui ne se sont jamais vus ont conscience d'exister. Non seulement les animaux ont conscience d'exister, mais en plus ils ont conscience des autres. Si vous regardez par exemple, eh bien, votre animal de compagnie, votre chien vous regarde dans les yeux. Pourquoi il vous regarde dans les yeux? Parce qu'il essaie de sonder vos émotions. Et il comprend quand vous êtes dans l'esprit de l'amusement, de la joie, de la colère. Il est en interaction émotionnelle avec vous. Des animaux, donc au-delà du regard, des animaux sont effectivement sensibles à la modulation de la voix, les chevaux par exemple. Quand les animaux jouent, eh bien, ils font attention à ne pas se blesser. Votre chien fait attention à ne pas vous blesser, à ne pas vous mordre, parce qu'il a conscience qu'il pourrait vous faire mal. Pourquoi les oiseaux n'ont plus peur des épouvantails? Parce qu'ils ont conscience tout simplement que ce sont des objets inanimés. On a même découvert dernièrement que certains oiseaux et certains animaux sont capables de mensonges, ont une conscience morale et même le sens de la justice. Alors, pour ce qui est de la conscience de la mort, eh bien, si les animaux n'avaient pas conscience de la mort, les proies se laisseraient attraper par les prédateurs. Or, elles fuient devant les prédateurs. En Afrique, par exemple, il y a une conscience aiguë de la mort. Il n'est pas permis d'ignorer la mort un seul instant. Quand vous avez un troupeau qui traverse une rivière et qu'un des congénères se fait attraper par un crocodile, eh bien les autres voient la scène. Et c'est pour ça qu'ils s'empressent de traverser la rivière rapidement pour ne pas subir le même sort. Alors, pour expliquer ce comportement de fuite, eh bien, on a résumé une fois de plus avec le fameux instinct de survie. C'est faux. Les animaux n'ont pas une peur innée de leurs prédateurs. La preuve, c'est qu'ils peuvent être familiarisés. Les animaux peuvent être apprivoisés, domestiqués. Donc, par exemple, la souris peut jouer avec le chat. En fait, les réseaux sociaux regorgent de vidéos insolites sur des amitiés interespèces improbables. Alors parfois certains animaux paraissent impassibles à la mort des autres congénères. Mais ce n'est pas parce qu'on a conscience de la mort qu'on y est forcément sensible. Est-ce que nous sommes sensibles à la mort de tous nos congénères? Est-ce que nous sommes sensibles à la mort des animaux? De certains animaux, pas forcément d'autres. Alors,
dans les abattoirs, bien sûr, les animaux conscients de souffrir, ils ont conscience de ce qui leur arrive. Alors je ne sais pas si vous avez vu cette fameuse vidéo de l'association L214, où on voit une vache qui est dans le couloir de la mort, et qui à un moment donné s'arrête, et elle entend les hurlements de ses congénères. Et à un moment donné, donc elle se recule, et elle cherche à faire demi-tour. Et bien sûr, il n'y a plus d'issue. Donc l'abatteur est obligé de lui infliger des décharges électriques pour l'obliger à avancer. Alors quand on voit ces images, quand on a conscience de tout ça, on finit par avoir mauvaise conscience de manger de la viande. Et c'est tant mieux. Parce que cette empathie que nous éprouvons à l'égard de nos cousins les animaux, eh bien, permet de franchir une étape supplémentaire dans notre processus de civilisation. Il faut étendre notre compassion au-delà des humains. Alors, je vais passer à un autre dogme qui justifierait la consommation de viande et plus largement l'exploitation des animaux. Le dogme de la tradition. Voilà, argument socio-culturel, ne touche pas à ma tradition. Donc, alors là, quand on parle de tradition, on touche au sacré, on touche à l'affect, on touche à l'identité et on touche à l'ego. Donc là, vous avez un adepte de la corrida, du rituel halal, une exciseuse et de la chasse à courre, qui a été aboli d'ailleurs dans de très nombreux pays européens, sauf en France. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une tradition? Eh bien, une tradition, c'est ni plus ni moins qu'une action qui perdure dans le temps. Mais à un moment donné, cette action peut s'arrêter. Le foie gras, par exemple, eh bien, a été aboli dans un certain nombre de pays européens pour torture, en Allemagne, en Italie, et même dans certains États des États-Unis. Voilà, à cause du calvaire qu'endure l'oiseau. En France, le chef étoilé Joël Robuchon refuse de servir du foie gras dans ses restaurants après avoir visionné ses élevages de la honte. Alain Ducasse, grand chef étoilé, a supprimé la viande du Palace Plaza à Paris. Donc, si un grand chef peut se passer de viande, alors ses clients aussi et nous aussi. Alors, je vais quand même rappeler comment fabriquer le foie gras. Donc, on enfonce un tuyau en métal dans la gorge de l'oiseau sans ménagement, ce qui le blesse douloureusement, et on va le gaver pendant 12 jours. Donc le foie va déclencher une maladie qu'on appelle la stéatose hépatique. Donc comme le foie va devenir 10 fois plus gros, il va comprimer les poumons, l'oiseau ne peut plus émettre de son, et on est obligé de le ventiler. Aussitôt après avoir été gavé, eh bien, l'oiseau est pris immédiatement de diarrhée. Et l'abattage, la mise à mort se fait au 12e jour parce que l'oiseau ne pourrait pas supporter un jour de plus. D'ailleurs, 10% des oies et des canards eh bien, meurent avant l'abattage. Alors quand l'oiseau, bien sûr, voit arriver le gaveur, il sait ce qui va lui arriver. Il cherche à s'enfuir, mais il est prisonnier entre deux barreaux. Donc Noël, eh bien, ce n'est pas la fête pour tout le monde. Et il faut savoir que les magrets de canard que l'on achète sont en grande partie issus de canards réformés de la production de foie gras. Parlons de notre tradition prestigieuse en France, le chapon. Alors, petit rappel, le chapon, c'est un coq qu'on a castré. Eh bien, la France produit 1 500 000 chapons par an. Alors, comment on procède? Eh bien, comme les testicules du jeune coq sont situés à l'intérieur du bas-ventre, eh bien, on procède par incision, sans anesthésie bien sûr, et avec une pince spéciale, on va lui couper les parties. Et parfois, on coupe la crête et les barbillons. Alors après cette délicate opération, eh bien, on enferme dans une toute petite cage le chapon pour l'engraisser avec des céréales et du lait pendant 60 jours pour qu'il atteigne 6 kg. Eh bien, l'Allemagne a interdit cette tradition pour torture, pour pratique barbare. Mais par contre, l'Allemagne n'a pas interdit l'importation de chapons, si bien que la France est le premier pays exportateur de chapons. Une tradition qui vient d'être abolie cette année
Pourtant, c'était une tradition vieille de 300 ans qui consiste à égorger le maximum d'animaux en 2 jours, tous les 5 ans, pour célébrer la déesse Gandhima, la déesse hindoue Gandhima, pour espérer une vie meilleure. Eh bien, Brigitte Bardot a beaucoup œuvré auprès des autorités religieuses, de même que vous avez peut-être signé cette pétition mondiale. Eh bien, cette pression a fait que les autorités religieuses ont aboli cette abomination. Parlons maintenant du halal et du kasher. Alors parfois j'entends, est-ce que la viande est meilleure? Donc le kasher et le halal n'ont rien à voir avec la qualité de la viande, c'est uniquement une question de technique d'abattage, c'est-à-dire que l'animal est égorgé en pleine conscience. Alors bien sûr, ça pose un problème éthique, puisque l'animal souffre terriblement, il se voit mourir, il se sent mourir. Et ça pose également un problème de santé publique. Parce que, comme l'animal est égorgé, eh bien, la trachée et l'œsophage sont sectionnés, ce qui fait que tout le contenu de l'estomac se déverse à l'avant de l'animal, avec les germes qu'il contient, et notamment la bactérie Escherichia coli, qui est source de graves problèmes de santé et qui est responsable de la mort d'enfants chaque année. C'est avec l'avant de l'animal que l'on fait les steaks hachés. Eh bien, l'Europe a interdit cette pratique d'abattage sans étourdissement. La France, par contre, a obtenu une dérogation pour respecter et pour ne pas heurter la sensibilité, justement, des juifs et des musulmans. Entre parenthèses, l'Indonésie, qui est un pays majoritairement musulman, eh bien, a aboli cette technique halal. Alors de toute façon, que l'on célèbre la déesse Gandhima, l'agneau pascal, l'Aïd el-Kébir, les animaux n'ont pas à être les otages de nos croyances. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de respectable dans toutes ces traditions? Quand on pose la question du pourquoi de ces traditions, on entend souvent comme réponse « mais on l'a toujours fait, c'est notre culture, c'est notre identité ». Ça veut dire que la tradition n'a pas d'autre argument qu'en son ancienneté. Et ce n'est pas parce qu'une tradition est légale qu'elle est moralement acceptable. L'esclavage était une tradition légale. On parlait même de droit naturel. On estimait que certaines catégories d'individus étaient naturellement faits pour être exploités, pour obéir. Le relais sur le bûcher des sorcières était des traditions légales. L'apartheid était une tradition légale. Puis un jour, une minorité s'est révoltée contre ces pratiques d'un autre âge. Alors on nous assène constamment qu'il faut respecter les traditions. Mais ce n'est pas la tradition qu'il faut respecter. C'est une victime qui, elle, n'a pas le choix. Quand une personne vous dit par rapport à l'excision, « Ah, mais il faut les comprendre, c'est une pratique, c'est culturel, c'est leur identité, il faut respecter. » Mais ce n'est pas la tradition qu'il faut respecter. C'est une petite fille qui, elle, n'a pas le choix et qui souffre horriblement. Alors, s'ériger contre des traditions barbares, c'est même un devoir moral. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres civilisés. L'homme a pour obligation morale d'étendre sa compassion à l'égard des êtres faibles et sans défense, pour la seule raison que l'homme et l'animal sont égaux face à la souffrance, que tous deux tiennent leur vie, tous deux fuient la souffrance et la mort quand il est possible d'y échapper, bien sûr. Vous connaissez peut-être la maxime « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ». Eh bien, elle peut s'appliquer aux animaux. Si vous étiez nés veaux, vaches, cochons, poulets, vous ne voudriez pas que l'on vous martyrise. Alors bien sûr, c'est très difficile de s'ériger contre des croyances bien ancrées. Il faut une bonne pédagogie et de solides arguments pour contrer des coutumes. Dans le meilleur des cas, on est issu de moqueries, du mépris, du rejet. Mais dans l'histoire, des insoumis, des libres penseurs se sont érigés contre des pratiques insensées, parfois au péril de leur vie. Pensez à des scientifiques, des philosophes, des journalistes, des écologistes, des héros de la littérature, qui se sont révoltés contre la pensée unique.
des anticonformistes ont tenté d'exercer un contre-pouvoir. Quand Abraham Lincoln, qui a d'ailleurs été assassiné peu de temps avant l'abolition de l'esclavage, a dénoncé l'esclavage, eh bien la majorité criait à l'hérésie. Les détracteurs avançaient même des arguments économiques. En fait, on allait mettre les gens au chômage. Parce que des royaumes ont prospéré en se fournissant en bétail humain. Les Arabes, les Européens, les Américains, les Africains ont pratiqué l'esclavage. Mais ce n'est pas parce que la majorité croit une chose qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que la majorité pratique une chose qu'elle est juste. Eh bien, il se passe la même chose aujourd'hui. Une petite minorité dénonce l'esclavage animal. Donc, il y a une citation de Gary Smith, qui est un bioéthicien américain, vegan, qui dit « Il y a 150 ans, les Américains auraient ri si vous leur aviez demandé l'abolition de l'esclavage. Il y a 100 ans, ils auraient ri si vous leur aviez demandé le droit de vote pour les femmes. Il y a 50 ans, ils auraient refusé en bloc l'idée d'une égalité entre les blancs et les noirs. Il y a 25 ans, ils vous auraient traité de pervers si vous leur aviez demandé des droits pour les gays. Ils rient aujourd'hui parce qu'on leur demande la fin de l'esclavage animal. Un jour, ils s'arrêteront de rire. » Alors, je vais passer à une autre conception. Moins intelligent égale moins de respect. Donc, nous estimons que les animaux sont moins intelligents et c'est ce qui nous autoriserait à les maltraiter, à les instrumentaliser, à les exploiter dans l'industrie alimentaire, vestimentaire, pharmaceutique. En fait, nous considérons les animaux comme nos esclaves. À l'heure de la rentabilité et de l'explosion démographique, nous n'avons jamais aussi peu considéré les animaux comme des cohabitants de cette planète. Quand Descartes voyait dans les animaux des machines, finalement, il n'avait pas tort. Parce qu'on a transformé les animaux en machines à produire du lait, des œufs, de la viande. En fait, on voit dans les animaux avant tout de la matière première. Donc voilà l'univers concentrationnaire où vivent les animaux. Donc là en haut, vous avez une usine à vaches aux États-Unis qui comprend 40 000 vaches. Ça veut dire que les vaches ne pourront plus sortir, elles ne verront jamais les vertes prairies. Elles seront constamment séquestrées pour produire du lait. Et entre parenthèses, pour produire du lait, il faut que les vaches vèlent, il faut qu'elles aient des bébés, comme une femme d'ailleurs. Et donc voilà, l'espérance d'une vie d'une vache dans l'élevage, quel que soit l'élevage, traditionnel ou intensif, c'est 5 ans en moyenne, alors que normalement, elles peuvent vivre jusqu'à plus de 20 ans. Eh bien, rappelons quand même que les vaches sont des êtres intelligents, sensibles, curieux et qui manifestent leur joie. D'ailleurs, les agriculteurs traditionnels vous le diront, quand les vaches ont été enfermées tout l'hiver dans des étables, et quand arrive le printemps, quand on les relâche dans les vertes prairies, eh bien, elles pressent le pas et elles sont joyeuses, elles sautent de joie. Et on appelle ça d'ailleurs la danse des vaches. Là, vous avez voilà, des truies qui sont engrossées, inséminées artificiellement jusqu'à l'épuisement. Donc pendant 4 ans, 5 ans, elles ne peuvent pas bouger, elles sont immobilisées. Alors vous vous demandez peut-être où ça se passe. Eh bien justement, ça se passe nulle part et partout. Parce que 80% de l'élevage est un élevage industrialisé, intensif. Bien sûr, ça pose un problème d'éthique, mais c'est également un problème écologique. Donc vous savez que par exemple, le plus grand élevage de cochons se situe en Bretagne, mais par contre, on ne voit pas un seul cochon dans les prairies. Tous ils sont enfermés dans des hangars. Et c'est un désastre écologique parce qu'un cochon fait par jour 20 litres de lisier, 20 litres d'excréments. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce lisier? Eh bien les agriculteurs le répandent sur les terres pour les fertiliser, sauf qu'il y a un problème de surfertilisation des terres. Il se produit donc la fameuse algue verte qui se développe en Bretagne. Et donc on estime qu'il y a 80 000 tonnes d'algues vertes qui s'échouent chaque année sur les plages bretonnes. Alors en plus, il y a un système pervers
Là, vous avez une machine à ramasser les poulets, voilà, comme des objets. Donc il y a un système pervers, c'est-à-dire que plus il y a d'animaux dans une exploitation, et exploitation au sens propre du terme, parce qu'on exploite les animaux, et bien plus l'exploitant reçoit de subventions de la PAC, de la politique agricole commune, ce contre quoi se bat Nicolas Hulot. Donc c'est comme ça qu'il y a de plus en plus de projets. Vous avez entendu bien sûr l'affaire des 1000 vaches, des 1000 veaux, et bientôt dans la Somme, le projet d'usine à poulets de 250 000 poulets. Donc la France est le pays qui reçoit le plus de subventions d'Europe. Bon, après, de notre côté, la France est le premier pays d'Europe au niveau de l'agriculture. Alors ces conditions épouvantables de vie, bien sûr, sont terribles pour les animaux, parce que les animaux sont en grande souffrance physique, ils sont en grande détresse, et il y a notre problème aussi, c'est que c'est propice au développement de virus et de bactéries. Alors pour faire de la prévention, justement, vous parliez tout à l'heure de l'utilisation des antibiotiques, pour faire de la prévention, et pour qu'ils grossissent plus vite, eh bien, on utilise de manière totalement irraisonnée des antibiotiques. Donc un poulet devient adulte en principe en 3 mois. Dans l'élevage intensif, il met 6 semaines. Il faut savoir que 70% des antibiotiques en Europe sont fabriqués uniquement pour les animaux d'élevage. Donc bien sûr, ça pose, vous l'avez dit tout à l'heure, un problème de santé publique, puisqu'il y a un phénomène d'antibiorésistance. Alors quand on dit les antibiotiques, c'est pas automatique, bah si c'est automatique, dès qu'on mange la viande. Monsanto a créé une hormone de croissance, le Posilac, pour les vaches, comme si les vaches ne produisaient pas assez de lait, parce qu'une vache, au bout de 3 ans, 4 ans, elle produit même moins de lait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'abat au bout de la 5e année, on la remercie de ses services. Et bien en 1990, une soixantaine d'études ont montré qu'il y avait un rapport direct entre l'hormone de croissance et le cancer du côlon, de la prostate et du sein. C'est comme ça que l'Europe et le Canada ont interdit cette hormone de croissance, mais pas aux États-Unis. Alors, je reviens au thème de l'intelligence, quand même, parce que j'ai fait une petite digression. Qu'est-ce que l'intelligence? On a essayé de quantifier l'intelligence avec le fameux quotient intellectuel. Aujourd'hui, qui est controversé d'ailleurs, aujourd'hui on ne cherche plus à quantifier l'intelligence. On ne parle plus d'intelligence en termes de degrés, mais plutôt en termes de nature. Donc, dans les années 70, eh bien, des psychologues ont énoncé la théorie des intelligences multiples. Donc, même au niveau des humains, on voit certains ont une intelligence logico-mathématique, une intelligence visio-spatiale, une intelligence verbale, naturaliste, musicale. Il y a bien sûr l'intelligence sociale, mais il y a une intelligence qu'on doit totalement sous-estimer, eh bien, c'est l'intelligence émotionnelle. Et pourtant, faire preuve d'empathie, de compassion, sont des capacités essentielles. C'est ce qui nous empêche, c'est ce qui empêche que notre égoïsme triomphe constamment. La peur, par exemple, la peur peut prévenir d'un danger, mais la peur peut empêcher de prendre une bonne décision, notamment quand on est confronté à un groupe, une pression psychologique. En fonction de quoi nous estimons que les animaux sont moins intelligents? Alors on estime qu'ils sont moins intelligents parce qu'ils n'ont rien inventé. Bon, d'abord, l'histoire du vivant ne se résume pas à l'histoire des inventions techniques. Par contre, l'homme, dans son évolution, a bénéficié d'un avantage substantiel, c'est son pouce préhenseur. C'est son pouce opposable qui lui a permis d'élaborer des outils de manière beaucoup plus méticuleuse. Mais notons que beaucoup d'animaux utilisent des outils. La technique n'est pas le propre de l'homme. Des insectes, des oiseaux, des mammifères utilisent des outils. Donc là, vous avez à droite une termitière. Eh bien, proportionnellement à la petitesse des termites, eh bien, c'est un chef-d'œuvre d'architecture. Voilà, c'est l'équivalent d'un building. À gauche, vous avez l'œuvre d'un oiseau jardinier en Papouasie. Donc, pour séduire sa femelle, eh bien, il construit une hutte, parfois d'1 mètre de haut, et il va récupérer dans la forêt des petits objets. Alors, certains oiseaux jardiniers préfèrent le bleu, d'autres l'orange, d'autres... Voilà. Et donc, pour séduire les femelles, eh bien, il propose une galerie d'art à ciel ouvert.
Voilà. Donc là, entre parenthèses, ce n'est même pas le propre de l'homme. Alors c'est vrai que les vaches, les cochons, les poulets n'utilisent pas d'outils. Sont-ils pour autant moins intelligents? Le seul outil dont ils disposent, eh bien, c'est leur propre corps. Des pattes pour gratter le sol, un groin pour fouiller le sol. Alors, on a moins de remords à exploiter les animaux quand nous les considérons très différents de nous. D'ailleurs, l'argument de l'infériorité et de la différence ont été les principaux arguments pour inférioriser, exploiter, massacrer des peuples. Qu'est-ce qu'on disait à une époque? Regardez ces barbares. Ils n'ont rien inventé. Ils ont des outils totalement rudimentaires. Ils sont tout juste bons à imiter leurs supérieurs. Et vous connaissez la suite. Il faut admettre que les animaux ont d'autres logiques. Il y a plusieurs manières d'habiter le monde. Les animaux ont des compétences que nous n'avons pas, et inversement. En tout cas, pour évaluer l'intelligence d'un animal, on le force toujours à se mettre en mode humain. Alors si le singe, par exemple, eh bien, arrive à résoudre des problèmes logico-mathématiques, il est plus intelligent, et donc on va plus le respecter. Nous appelons les animaux les bêtes. Les bêtes qui sont loin d'être bêtes. Bêtes comme un âne. On interprète l'absence d'obéissance de l'âne comme un symptôme de stupidité, alors que peut-être que l'esclave ne fait que de la résistance passive par rapport à un travail forcé. Donc là, vous avez par exemple, eh bien, l'âne peut servir, est multifonctionnel. Donc à gauche, vous avez du saucisson d'âne, qui est quand même assez prisé dans les Pyrénées et en Corse, et à droite, donc voilà, qui peut servir de bête de somme. Et au milieu, vous avez un cheval de trait qui tire une lourde charge. En fait, on sous-estime les animaux. On sous-estime leur manière de communiquer. Et le mot barbare, par exemple. À l'origine, barbare, ça signifie qu'ils ne parlent ni le latin ni le grec. Alors quand les Grecs entendaient d'autres peuples, ils entendaient une espèce d'onomatopée, barbare. Et du coup, on les appelait les barbares. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec les animaux, avec les oiseaux. Quand on entend les oiseaux, leurs chants nous paraissent monotones et répétitifs. Mais après tout, quand j'entends un merde, ça me fait le même effet que quand j'entends un Vietnamien et un Chinois. Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce langage qu'il n'y a pas de langage. Donc aujourd'hui, les ethologues estiment qu'il y a des métalangages. Il y a d'autres manières de communiquer. Les grues, par exemple. Vous avez remarqué, par exemple, à la période de la migration, les grues, les oies, jacassent constamment. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien se dire? Eh bien, on ne le sait pas. C'est un grand mystère. Et par contre, c'est vrai qu'elles parcourent des milliers de kilomètres. Elles traversent des contrées très dangereuses pour se faire lamentablement tuer par des chasseurs. On dit souvent des animaux qu'il ne leur manque que la parole. En réalité, les animaux s'expriment, mais nous ne les comprenons pas à cause de l'imperfection de nos sens. Si nous avions le langage approprié, eh bien nous poserions notre regard sur leur souffrance, sur leur vie, sur leur identité. En tout cas, ce n'est pas parce qu'on trouve un spécimen humain ou un spécimen animal idiot que ça donne le droit de le maltraiter. La poule a le droit de mener sa vie de poule. Alors, ça ne veut pas dire que la poule est idiote, elle n'a pas besoin de nous pour exister. Hein. Mais d'ailleurs, on a remarqué dernièrement que la poule disposait d'une panoplie de vocalises pour exprimer des émotions totalement différentes. En résumé, il y a différentes formes d'intelligence humaine, tout comme il y a différentes formes d'intelligence animale. L'intelligence de la fourmi n'est pas l'intelligence du dauphin, qui n'est pas l'intelligence de l'éléphant. Alors pour clore cette partie, en fait, l'opposition innée-acquis, instinct, intelligence, est bien trop radicale. L'animal réagirait simplement par instinct,
alors que l'homme fonctionnerait d'après son intelligence. Mais il ne faut pas oublier que l'intelligence, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne sait plus aujourd'hui définir ce qu'est l'intelligence, parce que l'intelligence est au cœur de nos cellules. Nous pensons avec nos cellules, nous agissons avec nos cellules. Quand l'enfant arrive au monde, en fait, son cerveau n'est pas comme une page blanche où il y aurait tout à imprimer. En fait, l'enfant est doté à sa naissance d'une sorte de cerveau standard qui est le fruit de millions d'années d'évolution. Par exemple, l'enfant n'apprend pas à rire, il rit. L'enfant n'apprend pas à pleurer, il pleure. Donc on voit très bien cette intelligence collective des cellules dans le film d'animation Il était une fois la vie. Alors je vais avancer. Un autre argument que l'on entend, eh bien, on dit souvent, pour justifier la consommation de viande, mais l'homme est omnivore. Donc omni, ça veut dire tout, vor, ça veut dire manger. L'homme mange de tout, il n'exclut rien. Alors, vous avez peut-être vu le film, le magnifique film Into the Wild de Sean Penn, qui reprend la vraie histoire d'un jeune homme qui a voulu se ressourcer dans la nature et qui est mort après avoir consommé une plante toxique. La morale de cette tragique expérience, c'est que l'homme ne peut pas manger de tout. La nature regorge de pièges, de champignons, de plantes toxiques. Alors quand on dit que l'homme est omnivore, finalement c'est discutable. Parce que tous les hommes ne mangent pas la même chose. Tous les humains ne mangent pas de tout. Dans toutes les cultures, il y a des prescriptions et il y a des proscriptions. Par exemple, les juifs et les musulmans ne mangent pas de cochon. En fait, l'alimentation est plutôt une marque d'identité culturelle. Donc on le voit quand on part à l'étranger, étranger qui est par définition étrange. Parfois on est un petit peu dégoûté, stupéfait de voir ce que mangent d'autres cultures. Par exemple, on mange du chien et du chat en Chine, au Laos, au Vietnam, aux Philippines. En Afrique, on mange de la viande de brousse, c'est-à-dire qu'on mange tout ce qu'on peut trouver, des éléphants, du singe, des chauves-souris. Ce que l'on mange est également une marque d'identité religieuse, une marque d'identité sociale, le caviar par exemple. Si on prend l'exemple de l'hindouisme, c'est la 3e religion du monde, 1,5 milliard. Eh bien, 40% des hindouistes sont végétariens. Les hindous de haute naissance ne mangent absolument pas de viande, c'est un signe d'impureté. C'est plutôt le petit peuple qui mange la viande. Alors, si vous regardez un autre petit peuple, les Bishnoi, eh bien les Bishnoi sont végétaliens. Donc c'est un peuple qui se situe au Rajasthan, en Inde. On considère que ce peuple est le plus écologiste. Donc ils vivent au milieu des gazelles, qui ne chassent absolument pas. D'ailleurs la chasse est passible d'emprisonnement. Et manger de la viande est criminel. Donc si les Bishnoi se passent de manger de la viande, alors nous aussi. En fait, il suffit de poser un autre regard sur les animaux dans notre consommation alimentaire. Donc je vais terminer. Donc sur un argument éthologique, alors beaucoup se disent à quoi bon étendre notre empathie à l'égard des animaux, puisque de toute façon ils se mangent entre eux. Les prédateurs, après tout, ont bien peu de compassion à l'égard de leur proie. C'est la loi de la nature. Alors, premièrement, c'est se voiler la face sur le règne humain. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas de barbarie et de cruauté dans le règne humain qu'il faut légitimer toutes les formes de cruauté. Deuxièmement, nous ne mangeons que des herbivores qui n'ont commis, entre guillemets, aucun crime. Donc là, vous voyez bien tous ces animaux, notre consommation alimentaire pourrait devenir des animaux de compagnie. D'ailleurs, voilà, donc le chevreau, la chèvre, le mouton peuvent vous donner beaucoup d'amour. Les petits chevreaux sont comme les enfants, ils adorent jouer. Et d'ailleurs, ils adorent la compagnie humaine. Et parfois, quand ils se retrouvent seuls, ils pleurent, ils ont un cri spécial. En fait, ils pleurent comme des enfants. Alors, entre parenthèses, le fromage de chèvre. Comment on fait du fromage de chèvre? Eh bien, pour faire du fromage de chèvre, il faut du lait. Pour faire du lait, il faut que les chèvres fassent des bébés. Et que fait-on des chevreaux mâles?
eh bien, ils sont considérés comme des déchets, ils sont éliminés, ils partent à l'abattoir et ils vont servir, leur peau va servir dans la maroquinerie de luxe. Alors en conclusion, l'éthologie, qui est une science du comportement de l'animal, une science assez récente tout de même, a révolutionné notre conception des animaux. Les animaux sont sensibles, les animaux sont intelligents. Les animaux vivent dans des sociétés organisées d'une grande complexité. En fait, on étudie les animaux d'un point de vue des sciences naturelles, d'un point de vue biologique, alors qu'on pourrait étudier les animaux d'un point de vue des sciences sociales. On ose parler depuis quelques décennies de culture. On a même découvert, au sein de la même espèce animale, qu'il y avait des traditions locales. On parle de traditions même chez les animaux. Donc les animaux sont comme nous, mais pas exactement comme nous. Les techniques de séduction, nos comportements sexuels, l'attachement maternel, la quête du pouvoir, la conquête de territoire, il ne faut pas oublier que nos comportements ont des racines en partie biologiques. Alors, les défenseurs de la cause animale passent souvent pour des illuminés, des utopistes. Mais les utopies d'aujourd'hui seront les réalités de demain, à condition de savoir. Parce que savoir, c'est pouvoir. Une des faiblesses qui nous donne les bénéfices de la bonne conscience, c'est que l'on ne veut pas savoir. Alors si vous avez le malheur, au cours d'un repas, d'expliquer l'envers du décor de fête, et bien tout de suite il y a des réactions épidermiques, de rejet, de mépris, ou des réactions du style « je ne veux pas le savoir ». Mais sachez quand même que chaque jour, 3 millions d'animaux sont abattus pour notre consommation. Dans le monde, nous abattons par an près de 60 milliards d'animaux. Et si on compte les poissons et les mammifères marins, ça représente 1000 milliards d'animaux chaque année. Alors c'est vrai que lorsque vous dites que vous ne mangez pas de viande pour des raisons écologiques ou des raisons sanitaires, on vous écoute. Par contre, si vous dites que vous ne mangez pas de viande pour des raisons éthiques, eh bien là, on vous méprise. Voilà, parce qu'il y a des vérités qui dérangent. Eh bien, à la limite, avançons des arguments écologiques et des arguments sanitaires. Donc, voilà. J'ai souhaité mettre à l'honneur cette artiste peintre canadienne de talent qui rend hommage à ces milliards d'animaux innocents que nous sacrifions pour notre consommation alimentaire. En fait, notre considération à l'égard des animaux dépend uniquement du regard que nous posons sur eux. Je vous remercie. Merci Laurence pour tous ces arguments. Juste une petite précision qui m'a semblé qu'elle n'a pas dit, c'est les 3 millions d'animaux qui sont tués pour la consommation de viande, c'est 3 millions par jour uniquement en France. Ça fait, pour vous donner une idée, c'est 35 par seconde. Bon alors, après tous ces arguments, on peut se dire que moralement, manger des animaux, c'est pas très moral tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir bien manger maintenant? Alors pour ça, on reçoit Hervé Berby, ingénieur en agroalimentaire, ethnoformatologue, spécialiste du sola et chercheur en nutrition, qui va nous répondre à cette question actuelle. Hervé, la parole est à toi. Merci. Donc, après avoir abordé avec Laurence l'aspect de la question du végétarisme, de la consommation de viande, plus sous des aspects éthiques et sous ce qu'on appelle les sciences humaines, on va les aborder désormais sous l'angle des sciences qu'on appelle les sciences formelles. Alors, les sciences formelles n'ont pas vocation à énoncer des vérités révélées, contester. Je ne vais pas forcément donner mon opinion ici.
On va simplement prendre acte de la littérature scientifique, de l'état des connaissances tel qu'il est aujourd'hui. Ce qui m'a posé problème dès le départ, je ne vais pas être mauvais camarade, le titre on l'a choisi ensemble avec Laurence et Michel, c'est Peut-on se passer de viande? Dans d'autres cultures, Laurence l'a un peu évoqué, c'est une question assez ethnocentrée parce que dans d'autres cultures, on se passe de viande, et c'est même assez fréquent, ça concerne, disons, toute la zone Asie, Laurence en a parlé avec l'Inde tout à l'heure, mais ça concerne également la Chine, et il y a un grand nom de la géographie française du milieu du XXe siècle qui s'appelait Pierre Bouroux, qui a énoncé ce qu'il a appelé la civilisation du végétal suite à ses premiers travaux au Tonkin dans les années 1920. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, Pierre Bouroux fait le constat suivant. D'abord au Vietnam, qui était à l'époque l'Indochine française, puis ensuite en Chine. L'essentiel des ressources utilisées par les habitants proviennent du végétal. Le minéral, l'animal sont négligés ou pratiquement pas utilisés. Donc, la question de se passer de la viande, c'est une question qui est propre à notre culture occidentale et qui est propre à notre époque. La consommation de viande au niveau où elle est aujourd'hui, c'est aussi un phénomène très récent qui date grosso modo de l'après-guerre. Dans ces civilisations-là, on se passe de lait, de beurre, de fromage, très peu de viande, et les protéines et l'énergie est apportée par les céréales, riz et blé, les protéines par le soja. Alors la première question, même si maintenant on commence à savoir qu'il y a des protéines dans les ressources végétales, elles peuvent être une source de protéines. Le premier obstacle à la transition souvent vers le végétarisme, c'est la question des protéines. Alors avant de répondre dans le détail, juste une première remarque, c'est qu'il y a des animaux qui sont strictement végétariens, qui sont assez solidement bâtis, le bison, l'éléphant, le gorille. Le gorille est très intéressant parce que génétiquement, c'est évidemment lui qui est le plus proche de nous. Ce sont des animaux strictement végétariens qui donc trouvent leurs protéines, et pas que leurs protéines d'ailleurs, dans les végétaux. Donc il y a dans la nature des animaux, certains assez proches de nous comme les gorilles, qui vont, à partir d'une alimentation exclusivement végétale, pourvoir leurs besoins en protéines. Des sources de protéines, on en trouve dans de nombreux aliments, c'est évidemment pas une liste exhaustive. La viande contient en moyenne 20% de protéines. On trouve donc des protéines dans les noix, donc c'est à peu près le même niveau que la viande. Dans le quinoa, qui se cultive désormais en France, donc on n'a plus besoin de faire traverser le quinoa, lui faire traverser un voire deux océans. C'est une plante qui est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les lentilles, qui sont elles originaires d'Égypte, mais qu'on a acclimatées en France depuis déjà presque plusieurs siècles, qui contiennent davantage de protéines que la viande. Le chanvre, alors je n'ai pas dit que fumer du chanvre ça remplaçait la steak, je ne vais pas dire ce que j'ai dit, je parle du chélevis, la graine de chanvre, qui est autorisée en culture en France à faible teneur en THC. Le soja, qui est cultivé dans notre région, et la spiruline, qui est une microalgue. Alors là, c'est le record absolu de protéines, c'est 70% de protéines. Donc vous voyez que la viande est vraiment distancée par rapport à certaines protéines végétales. Alors, voilà pour la quantité de protéines. Donc, on en trouve sans difficulté. Je précise que les protéines végétales sont moins chères que les protéines animales, puisque les protéines animales sont obtenues à partir des protéines végétales avec un mauvais rendement de restitution. Donc, elles sont économiquement accessibles, elles sont en quantité suffisante. Reste à savoir leur qualité. Alors, c'est évidemment une objection qui est souvent faite aux protéines végétales. On postule toujours que les protéines animales sont nutritionnellement supérieures aux protéines végétales. Si on regarde, alors vous trouvez ça sur Internet, il y a une association qui est très en pointe pour dénigrer le colza, le soja, les ressources végétales, qui s'appelle la Western Press Foundation, qui est considérée par la communauté scientifique comme une formation de charlatans, mais qui quand même fait de gros dégâts et il y a beaucoup d'écho en France. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit en bas. Comme toutes les légumineuses, les graines de soja présentent des carences en acides aminés soufrés, comme la méthionine et la cystéine. Bon.
Alors, ça commence très mal parce qu'ils disent que les graines de soja présentent des carences. Le soja ne peut pas être carencé en méthionine pour la simple et bonne raison qu'il fabrique la méthionine. La méthionine est un acide aminé, un constituant des protéines. Donc, une plante comme le soja ne peut pas être carencée en méthionine puisqu'elle le synthétise. Malgré cette ineptie d'entrée, il y a quand même des gens qui adhèrent à ça. Alors, plus sérieusement, on va regarder maintenant comment la FAO qui est l'organisme de l'ONU, des Nations Unies, qui s'occupe de l'alimentation, qui est basé à Rome, qui est en charge de l'alimentation. On va voir maintenant si, à l'aune des données des experts de la FAO, le soja ou les légumineuses, comme le pois et le lupin, qui sont des légumineuses alimentaires également, sont dépourvus ou pas de méthionine. Donc la FAO considère en 1991 qu'il faut 25 mg par gramme de méthionine, par gramme de protéines, pardon. Puis c'est un petit peu revu à la baisse en 2002. Et on voit que le soja contient en réalité plus de méthionine que nécessaire. Et le soja amène en réalité tous les acides aminés essentiels, vous pouvez vérifier. Ils y sont tous. Idem pour le pois et pour le lupin pratiquement, avec peut-être une petite faiblesse sur la méthionine, mais compte tenu dans une société d'abondance comme la nôtre, ça ne pose aucun problème si la protéine n'est pas tout à fait optimale. Juste un point, ici, vous voyez que la méthionine est environ un tiers plus élevé que les besoins recommandés dans le cas des produits laitiers. Alors la méthionine, c'est un acide aminé essentiel. Ça veut dire que par définition, on ne peut pas le synthétiser. C'est un acide aminé essentiel, on doit le trouver dans notre alimentation pour synthétiser nos propres protéines, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle est toxique. C'est-à-dire que c'est un acide aminé qui est à la fois essentiel et en même temps toxique. Ça veut dire que vous devez avoir des apports en méthionine qui soient parfaitement optimales. Si vous n'en avez pas assez, le système immunitaire va présenter des déficiences dans son fonctionnement. Si vous en avez trop, elle devient toxique, elle va générer un composé qu'on appelle l'homocystéine, qui est extrêmement toxique. Et certains auteurs parlent de toxicité des protéines animales liées à cet excès de méthionine. La méthionine est un acide aminé hypercholestéroléniant. Il n'y a pas que les acides gras saturés qui augmentent le cholestérol, enfin, les mauvais acides gras saturés, il y en a des bons aussi. La méthionine augmente le cholestérol et elle a aussi un autre inconvénient, c'est qu'elle va être un activateur de croissance cellulaire. Ça veut dire que lorsqu'un cancer ou un début de cancer va s'enclencher, la méthionine va accélérer la cancérisation. D'où l'intérêt de consommer des protéines végétales comme les légumineuses, soja, pois, lupin, c'est la même famille, ce qu'on appelle les légumineuses, on appelle les légumineuses, mais on les appelle fabacées, peu importe, qui ont un apport en méthionine juste ajusté, parfaitement ajusté à nos besoins. Encore une fois, pas assez de méthionine, le système immunitaire va moins bien fonctionner, donc c'est dangereux, risque de cancer et d'infection. Trop de méthionine, toxicité. Gros avantage des protéines végétales, elles couvrent tous nos besoins d'acides aminés, mais sans toxicité, contrairement aux protéines animales. L'autre question, souvent vous entendez, vous voyez sur Internet des sources de fer alternatives à la viande, etc. Là encore, on va renverser le paradigme. Il faut savoir que le fer est un métal toxique, indispensable comme la méthionine, mais toxique. Le fer est un métal pro-oxydant. Alors, il est indispensable, sans fer, de ne pas respirer. Je vous rappelle très rapidement la fonction du fer. Sur nos globules rouges, nos hématies, on a du fer, ce qu'on appelle l'hémoglobine, un fer particulier qui va fixer l'oxygène et nous permettre de respirer. Donc, évidemment, il faut du fer dans l'alimentation. On doit en recevoir une certaine tous les jours parce que les cellules se renouvellent. Mais l'inconvénient du fer, c'est un métal toxique. Il est toxique parce qu'il est pro-oxydant. Alors, il génère ce qu'on appelle la réaction de Fenton. Le chimiste qui a identifié cette réaction il y a déjà plus d'un siècle. Qu'est-ce que c'est que la réaction de Fenton? C'est la transformation de l'eau oxygénée qui est ici, qui est produite dans l'organisme lors de la respiration. Au contact du fer, on produit ce qu'on appelle un radical hydroxyle, qui est la seconde molécule la plus réactive après le fluor. Quand je parle du fluor, ce n'est pas le fluor que vous avez dans les dentifrices, qui lui n'est pas réactif. Il peut avoir des effets biologiques, mais vous n'allez pas vous brûler la bouche ou en consommant du fluor. Le radical hydroxyle va oxyder nos cellules, notre ADN. Alors, ça peut paraître surprenant qu'on ait de l'eau oxygénée, on produise de l'eau oxygénée, mais vous avez tous fait l'expérience une fois, vous soufflez sur une vitre froide en hiver,
et vous voyez qu'il se dépose de la buée. Donc on rejette du CO2 et on rejette également de l'eau. Mais l'eau, avant d'être H2O, elle est H2O2, et c'est cette H2O2 qui pose problème lorsqu'il est au contact du fer. Alors, conséquence du stress oxydatif lié à ce radical hydroxyle qui lui-même est généré par la présence de fer, notre ADN va être altéré, ça peut provoquer des mutations, donc un risque de cancer, le vieillissement cellulaire dans tous les cas, au mieux le vieillissement cellulaire, ça va aussi peroxyder les lipides, c'est-à-dire nos cellules sont entourées d'un sac de lipides, de graisse, qui sont insaturés, idéalement, il vaut mieux qu'elles le soient, et ces radicales hydroxydes vont attaquer également nos cellules sur les membranes cellulaires, ce qui va également générer des phénomènes d'oxydation et de vieillissement. Il en résulte un risque accru de cirrhose, de cancer, de maladies cardiovasculaires. Alors, le fer a fait l'objet de nombreuses études sur sa toxicité. Donc ça, c'est une méta-analyse qui est déjà assez ancienne, elle date de 2000, enfin elle est relativement ancienne, 2011. Il y a eu des études avant ça, puis c'est une méta-analyse, donc on refait la synthèse de la littérature scientifique. Et le fer héminique, donc qui est le fer présent dans la viande, dans les produits d'origine animale, est considéré comme provoquant la formation de composés cancérigènes, comme les composés nitrés, nitrosaux, et la formation d'aldéhydes qui, eux, résultent de l'oxydation des lipides membranaires. Donc le fer, certes indispensable, mais à consommer avec modération. Et là encore, on se rend compte que contrairement à une idée reçue, il vaut mieux consommer des végétaux qui contiennent moins de fer que des produits animaux qui en contiennent trop. Alors le détail des dégâts occasionnés par le fer héminique, donc le fer d'origine animale, vous les avez ici. Donc là, c'est par exemple de la charcuterie, du jambon, du saucisson, des choses comme ça, dans lequel on rajoute du E250 qu'on appelle le nitrite de sodium, ou bien du fer en l'état, sous forme de viande fraîche par exemple, le fer héminique, qui va provoquer cette catalyse, génération de composés, ce qu'on appelle les radicaux libres, le fameux hydroxyde dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va à son tour dégrader certains gènes, l'ADN, et notamment, alors si vous n'avez pas de chance, vous allez taper avec ces radicaux libres sur le gène P53. Alors le gène P53, c'est un gène un peu particulier, c'est un gène qui a vocation à éteindre les cancers, c'est un gène anti-cancéreux. Si, par malheur, vous avez un stress oxydatif qui résulte de votre alimentation, très directement de votre alimentation, et que vous tapez sur ce gène, ça peut déclencher des cancers. Inversement, et c'est là où on voit qu'il y a une supériorité des protéines végétales, c'est que les sources de protéines végétales vont contenir ce qu'on appelle des polyphénols ou des flavonoïdes. Ce sont des composés qui, eux, vont empêcher d'une part la formation de ces composés radicalaires, mais également qui ne vont pas en générer. Donc les protéines végétales ont un gros avantage. D'une part, il ne faut pas que j'éternue, ça va dire c'est la faute au soja. D'une part, elles neutralisent les radicaux libres, et d'autre part, elles ne génèrent pas, elles ont un fer sous une forme différente, on va y revenir, qui ne génère pas de radicaux libres. Donc il y a deux effets bénéfiques qui consistent à encourager, qui sont encourageants pour les protéines végétales. Alors, la vitamine C et la vitamine E ont également des effets antioxydants, ainsi que la chlorophylle, qui sont également exclusivement d'origine végétale. Alors ça, c'est un débat qu'on aime bien en France, c'est des débats qui ne servent à rien, qui n'ont aucune pertinence. Donc il y a eu cette émission Cache Investigation que je n'ai pas regardée, j'ai bien fait, où Élise Lucet a, pendant toute l'émission, d'après ce qui m'en a été dit, passé son temps à dénoncer la présence de E250 dans le jambon, en disant que c'était cancérigène, que si, que là, il ne fallait pas en consommer, etc. Sauf que si vous vous souvenez de la diapositive précédente, vous avez ici du nitrosylène, de l'hémoglobine du fer qui a été nitrosylé, qui est cancérigène, mais le jambon qui n'a pas été nitrosylé est également cancérigène. Donc 2 heures de reportage pour finalement dénoncer un composé qui n'est pas plus dangereux, enfin, qui est aussi dangereux, qu'il soit absent ou qu'il soit présent, le risque de cancer est identique. Voilà.
Donc, elle a focalisé tout son reportage sur le 250, mais elle a oublié de dire l'essentiel, c'est que la viande, qu'elle soit, qu'on lui ajoute des composés nitrés ou pas, elle est de toute façon cancérigène. Alors, il y a aussi, on constate une augmentation de la viande bio suite aux différents scandales sanitaires qui sont intervenus. Donc, il y a eu la viande de cheval, il y en a presque pratiquement un par jour, je ne vais pas tous les citer. La viande bio, il y a des études très claires qui montrent qu'elle n'apporte aucun bénéfice nutritionnel par rapport à la viande industrielle. Pourquoi? L'explication, vous l'avez dans le schéma précédent. La viande bio contient autant de fer héminique que la viande conventionnelle. Et donc, on enclenche pareil la cascade d'oxydation qu'on avait tout à l'heure. Alors, quand les gens me disent « moi, je mange de la viande bio et de qualité », je leur réponds « vous aurez un cancer bio et de qualité ». La autre mode aussi, alors qu'elle ne repose sur strictement également aucune base scientifique, c'est le régime paléolithique. Dit paléolithique, alors je vous dis de suite, il n'y a aucun scientifique qui cautionne ça. Que vous consommiez du gibier ou des animaux d'élevage, pareil, la quantité d'air, de fer héminique va être exactement la même, ça n'apporte aucun bénéfice. Le risque sanitaire est identique. Voilà donc pour la consommation de viande et de fer. On va voir aussi un effet plus méconnu du fer sur notre flore intestinale. Alors, il faut savoir que notre tube digestif abrite des micro-organismes, des bactéries essentiellement, que ces bactéries sont les êtres unicellulaires, comme nos cellules, donc, et qu'il y a beaucoup plus, donc il y a 40 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif, c'est-à-dire plus de cellules que de cellules constituant notre organisme. Malgré l'importance de cette flore bactérienne, les recherches sur le sujet sont relativement récentes. Ça a une vingtaine d'années, et on commence un peu à comprendre comment ça fonctionne. C'est difficile de comprendre comment ça fonctionne parce que certaines bactéries sont anaérobies strictes, elles ne supportent pas l'oxygène. Donc dès qu'on les prélève du tube digestif pour les étudier, elles meurent aussitôt. Donc c'est pour ça qu'on a uniquement des estimations du nombre de bactéries qui vivent dans le tube, d'espèces de bactéries qui vivent dans le tube digestif, parce que certaines n'ont pas encore été identifiées. Alors, il y a de nombreuses espèces, il y en a qui sont bénéfiques. On parle de bactéries, de micro-organismes symbiotiques, c'est-à-dire que nous, on leur offre le gîte et le couvert, et en contrepartie, elles vont par exemple synthétiser des vitamines comme la vitamine K, qui par définition, puisque c'est une vitamine, nous ne pouvons pas la synthétiser. Donc, on a des bactéries favorables, elles peuvent aussi nous protéger, comme les lactobacilles par exemple, de bactéries pathogènes. Il y a des bactéries qui sont un petit peu entre les deux, qui vont avoir un intérêt, qui vont fabriquer des vitamines, mais présenter peut-être une certaine pathogénicité dans certaines conditions. Et il y a des bactéries franchement nocives, comme les salmonelles ou les entérobactéries. Les entérobactéries, ce sont les bactéries qu'on retrouve fréquemment dans les steaks hachés, qui est à peu près une fois par mois, vous avez des retraits de produits, parce que vous avez des contaminations avec des bactéries, type Escherichia coli, vous avez peut-être entendu parler. Donc, nous abritons toute cette flore intestinale. Il y en a, donc, certaines bactéries sont bénéfiques, d'autres sont pathogènes, sont nocives si vous préférez. Donc, le but, ça va être, par notre alimentation, de moduler notre flore intestinale pour favoriser les bactéries bénéfiques comme les lactobacilles qu'on trouve par exemple dans les yaourts, dans la choucroute, etc., ou dans les fromages. Comment faire pour cela? On peut moduler donc notre flore intestinale. Il se trouve que les bonnes bactéries, elles adorent les fibres solubles. Alors les fibres solubles, ça ne va peut-être pas vous parler, sauf si vous faites des confitures, par exemple, utilisez de la pectine, qui est un gélifiant, ce sont des fibres solubles. On utilise aussi des fibres solubles pour gélifier ou épaissir, comme la caroube et le goitre, vous avez peut-être entendu parler. Et ça, nos bonnes bactéries intestinales adorent ça. Donc comme elles sont en compétition avec les mauvaises bactéries, qui elles ne peuvent pas se nourrir de ces bonnes fibres, on parle de prébiotiques, c'est le nom de ces fibres. Si vous avez une alimentation en faveur, enfin qui favorise des fibres végétales, qu'on trouve entre autres dans ces végétaux, mais il y en a d'autres. Là où on en trouve le plus, c'est dans le topinambour.
Si vous favorisez ces fibres solubles, si vous avez une alimentation qui se porte sur ces aliments-là, vous allez favoriser les bonnes bactéries. Ce qui va, par exemple, réduire votre risque de cancer, parce que ces fibres solubles vont être transformées en ce qu'on appelle les acides gras volatiles, comme l'acide butyrique, qui vont prévenir le cancer. Ça va aussi entraîner une baisse du pH, un peu à la façon de ce qui se fait dans un yaourt. Vous savez que le yaourt est un petit peu plus acide que le lait. Et cette baisse du pH de l'intestin va avoir pour conséquence de limiter la prolifération des mauvaises bactéries. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est le même schéma que dans le yaourt, qui est reproduit dans l'intestin. Le yaourt, c'est une façon de conserver le lait, puisque les bactéries lactiques vont baisser le pH, et les bactéries pathogènes ne se développent pas sur des milieux un peu acides ou acidifiés. Alors, je reviens au fer, qui lui, à la différence des fibres solubles, va au contraire favoriser la prolifération des mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries, comme les salmonelles, les clostridium, etc., sont très friandes de fer. Quand vous consommez de la viande, vous allez favoriser cette flore qu'on appelle une flore putréfiante. Alors, désolé, ça va être un peu du terrorisme intellectuel, mais en gros, si vous sentez un cadavre, c'est ce qui va se passer dans votre intestin. C'est-à-dire qu'il va provoquer ça va générer des composés qu'on appelle des putrécines et cadavérines, qui ne sont pas très sympathiques et qui ont l'inconvénient d'être malodorantes et cancérigènes. Donc cette étude, par exemple, a montré que chez les enfants qui souffraient un petit peu d'anémie, on les a supplémentés en fer, et on a constaté surtout que ça avait comme incidence de favoriser les pathogènes. Donc les bactéries comme les Clostridium, Escherichia, Enterobactéries, donc des bactéries pathogènes qui peuvent à leur tour entraîner des infections qui peuvent être fatales aux enfants. Donc le fer, c'est pas un minéral à consommer de façon aussi abondante qu'on voudrait bien nous faire croire en incitant la consommation de la viande. On va maintenant aborder les incidences du fer chez la femme enceinte. Alors officiellement en France, on dit qu'il faut consommer 2 pots chez la femme enceinte, c'est les recommandations du Programme national nutrition santé. On dit qu'il faut consommer 1 à 2 fois par jour de la viande ou du poisson ou des crustacés et des œufs. Ça c'est une capture d'écran qui a été faite la semaine dernière, donc très récente. Si vous lisez la recommandation, on peut comprendre qu'une femme enceinte peut consommer 2 fois par jour et tous les jours de la viande. Alors cette recommandation, inutile de vous dire qu'elle est très officielle, mais dans la communauté scientifique, elle est loin de faire le consensus. Alors premièrement, vous avez entendu parler, c'était il y a un an, jour pour jour pratiquement, l'OMS, via le Centre international du cancer, de la recherche sur le cancer, a officiellement déclaré que la viande était un aliment qui favorisait le cancer. Alors aussitôt en France, évidemment, on s'est empressé Stéphane De Foll est monté à la rescousse, même s'il n'est pas du tout nutritionniste, il n'y a aucune formation en sciences, pour nous dire il fallait relativiser ça, que c'était pas si vrai que ça, etc., etc. Voilà le document original, il est quand même très clair, je ne sais pas si vous arrivez à lire en bas. Cette association donc, de la consommation de viande a été observée pour ce qui concerne le cancer colorectal, ça c'est sans surprise, mais d'autres associations ont également été observées pour les cancers du pancréas et de la prostate. Il y a d'autres études qui montrent que la viande est également liée au cancer du poumon. Le cancer du poumon, c'est évidemment le tabagisme, la première cause, mais la viande en est une autre. Donc, une recommandation en France, une recommandation officielle qui incite les femmes à consommer de la viande, les femmes enceintes, alors on sait pertinemment, il y a un an de ça, mais ça n'a rien fait bouger en France au niveau des recommandations officielles, que la viande est un facteur de risque majeur de cancer colorectal en particulier. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Michel Cohen, qui vient d'être, je crois qu'il va être raté dehors des médecins, c'est dommage. Il vous fait rire. Alors, les enfants végétariens sont petits et bêtes, ça c'est dans Jean-Michel Cohen dans le texte.
Les légumes, c'est pas très bon, je laisse apprécier la portée scientifique des arguments. Alors ça n'a aucun rapport, mais il est financé par Danone. Mais j'insiste bien, ça n'a aucun rapport. On va maintenant passer à une revue qu'on a la chance d'avoir en France, qui est la revue Prescrire. Il y a 2 revues médicales, essentiellement en France, l'une qui s'appelle Le Quotidien du médecin, qui vit beaucoup des annonceurs publicitaires, des annonces des laboratoires pharmaceutiques, et une qui ne vit que de la souscription des abonnés, donc qui est totalement indépendante, qui s'appelle Prescrire. Et on n'a pas forcément la même tonalité dans les 2 revues. La tonalité éditoriale peut changer un petit peu, sensiblement même. La revue Prescrire va à l'encontre d'une habitude de médecin qui consiste à systématiquement supplémenter les femmes enceintes en fer. Alors, Jean-Michel Cohen disait que les enfants qui sont végétariens sont petits, dans l'ISPA sont bâtis plus qu'il y a encore. Mais cette étude scientifique, c'est une étude, hein, c'est une synthèse, je me rappelle en anglais, montre que chez les femmes qui ont été supplémentées en fer, on a un risque accru d'accouchement prématuré et d'un plus faible poids de naissance. Donc il y a quand même un décalage assez singulier entre le discours de Jean-Michel Cohen-Danone et la revue Prescrire, qui est une revue indépendante. Autre chose que Jean-Michel Cohen n'a pas l'air de savoir, c'est qu'une charge ferrique qui provient de la supplémentation de la mère pendant la grossesse augmente le risque de mort subite du nourrisson. Ça, c'est des choses que je pense que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous mesurez le décalage entre les recommandations officielles et les données de la littérature scientifique. C'est des choses qui ne sont strictement jamais évoquées. Alors, il y a une hypothèse qui dit que le fer étant toxique, générant donc des radicaux libres, le radical hydroxyle qu'on a vu tout à l'heure, lors de la grossesse, il y aurait un mécanisme de protection qui consiste à une déplétion en fer de la mère pour protéger son embryon du stress oxydatif. Alors, ça a évidemment un inconvénient pour la mère, c'est que ça la fatigue, ça peut conduire à des anémies parfois, mais on pense que c'est un mécanisme de protection du fœtus qui va empêcher des avortements spontanés, par exemple. Donc, la pratique médicale en France qui veut que l'on supplémente systématiquement à fer les femmes enceintes mériterait d'être revue, et sur quoi je suis parfaitement d'accord avec la revue Prescrire. Une autre étude qui montre cette fois-ci l'impact de la consommation de viande, donc de fer, pendant la grossesse sur les enfants, les nouveau-nés de sexe masculin. On constate qu'il y a une altération du développement des testicules et avec un retentissement sur les capacités reproductives. Étude publiée je ne sais pas quelle année, quelques années, en 2007, 2006, dont je pense que vous avez strictement jamais entendu parler, alors que c'est une grosse revue scientifique qui a publié ça. Et on continue en France, donc je reviens sur ma capture d'écran tout à l'heure du PNNS, à conseiller de la viande rouge aux femmes, en plus facteur aggravant, ce qui rend encore cette recommandation plus irresponsable, c'est que pour détruire les parasites dans la viande, on dit aux femmes, consommez la viande et faites-la bien cuire. C'est encore, on rajoute des composés encore au moins aussi toxiques que le fer lui-même, qu'on appelle les benzopyrènes, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui sont cancérigènes, etc. C'est des composés comparables de combustion, comparables à la fumée de cigarette. C'est comme si, en gros, si on disait aux femmes enceintes, elles devaient fumer. On leur conseillait de fumer, finalement. Alors, pour se convaincre des dangers du fer et de l'oxygène, parce qu'en fait, c'est le duo fer-oxygène qui pose problème. Vous connaissez tous cette bactérie. Voilà, ça s'appelle un bifidus, parce que Bifidobacterium, bifidus c'est le nom commercial. Elle a cette forme particulière, un peu bifide, donc c'est ce qu'on appelle les bifidus. Il faut savoir que ces bactéries, pour vous convaincre des dangers de l'oxygène et du fer, elles ne supportent pas l'oxygène. Ce sont des anaérobies strictes. Et lorsqu'on veut produire des yaourts au bifidus, comme Danone par exemple,
voilà, j'aime bien Danone aussi. Comme l'Activia de Danone, il faut savoir que les cuves de fermentation sont saturées en CO2 parce que l'oxygène serait fatal au bifidus qui ne pourrait pas se développer. Donc c'est juste pour illustrer la dangerosité du fer. Certains êtres vivants ne supportent pas le fer et l'oxygène, les composés radicalaires qui sont issus de la réaction entre le fer et l'oxygène ou des composés oxygénés. Alors, chez nous, d'autres résultats tangibles qui illustrent la dangerosité du fer, c'est les rides. Donc ces composés radicalaires vont attaquer le collagène de la peau et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, cette attaque répétée radicalaire sur le collagène finit par provoquer des rides. C'est un processus qui est directement issu des réactions d'oxydation liées au fer et à l'oxygène. Un autre phénomène, ce sont les cheveux blancs. Les cheveux blancs, c'est l'eau oxygénée qui n'est plus neutralisée par une enzyme qu'on appelle la catalase. Donc la catalase, c'est cette enzyme qui neutralise l'eau oxygénée, qui la transforme en eau qui est plus réactive. Et en vieillissant, notre capacité à produire de la catalase diminue, donc l'eau oxygénée est moins neutralisée, et c'est pour ça que ça décolore les cheveux. C'est simplement une décoloration comme on peut le faire volontairement pour se décolorer les cheveux avec de l'oxygéné. Ce n'est pas volontaire, je précise. Alors l'autre argument pour vous faire consommer du fer, c'est on vous dit que le fer est 2 fois mieux absorbé. Donc ça c'est sans surprise évidemment, c'est le centre le CIB, l'organe de propagande de l'industrie de la viande. Ils vous disent donc le fer est mieux absorbé, donc forcément on manque de fer, etc., etc. Alors le fer animal en fait n'est pas mieux assimilé, mais il est trop assimilé. C'est-à-dire que notre organisme d'animal végétarien, de singe, que nous sommes, n'est pas capable de se réguler sur ce fer. Il en absorbe beaucoup trop. Donc le fer de la viande, cet argument, en fait, il n'est pas du tout pertinent, et au contraire, il faut se défier de ce fer animal. Alors, comment résoudre la quadrature du cercle? D'un côté, on a le fer qui est indispensable, sans fer pas de respiration, mais donc, à côté de ça, le fer est également donc indispensable, ok, c'est bon. Mais toxique. Ouais, ok. Mais toxique. Donc comment résoudre ce problème? Alors, je ne veux pas vous abandonner comme ça dans l'angoisse, je vais vous donner la solution. Alors, il y a un composé qui s'appelle la phytoferritine, qui est un fer végétal, un fer est toujours minéral, un fer végétal entre guillemets, qui est un composé, c'est une protéine qui emprisonne le fer, donc elle a un gros avantage, c'est que c'est une source de fer, mais le fer est emprisonné dans un réseau protéique, de sorte que les réactions, comme la réaction de Fenton qu'on a vue tout à l'heure, ne peuvent pas ou peu s'accomplir. Donc c'est une molécule qui a été identifiée en 1963, mais dont personne ne parle. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens parmi vous qui ont entendu parler de la phytoferritine avant ce soir. La phytoferritine a été découverte en 1963, vous avez la date sur l'étude ici, et c'est probablement la forme de fer idéale, parce qu'elle est à la fois bien assimilée, on a besoin de fer, elle est bien tolérée, elle ne va pas par exemple favoriser la prolifération de bactéries pathogènes, et c'est une forme de fer qui, sans être totalement non toxique, a une toxicité réduite. Alors, là si vous allez être récompensé d'Astecito, on va parler un peu de l'incidence sur la libido et la sexualité de la viande. On m'a fait souvent le reproche, on m'a dit, mais dans tes conférences, tu ne parles pas de l'incidence sur la libido, tout ça. Bon, je suis bien élevé, je n'osais pas trop. Bon. Et en fait, il y a beaucoup de garçons essentiellement qui se posent la question, est-ce que si j'arrête la viande, ça va pas avoir un retentissement, tout ça. Bon. Alors on va traiter le sujet tabou ce soir. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête la viande et on consomme des végétaux? Alors dans la symbolique, j'ai bien fait de rester, c'est le meilleur moment. Dans la symbolique de la viande égale virilité, force, c'est le rouge, c'est le fer, c'est le dieu Mars, le dieu de la guerre, etc. Alors que le végétarisme est plus à connotation symbolique féminine. On va voir que là aussi, c'est pas tout à fait validé par les études scientifiques. Une étude qui a été faite aux États-Unis, je crois, qui doit être transposable en France dans les proportions,
on voit qu'il y a à peu près 2 fois plus de femmes végétariennes que d'hommes végétariens. Alors, les explications, elles sont peut-être, je ne les connais pas toutes. Je pense que la symbolique évoquée est peut-être un frein chez certains hommes pour ne pas devenir végétariens, c'est en quoi ils ont tort. Il faut savoir que les produits laitiers, la viande et les œufs contiennent une hormone en particulier, contiennent un vrai cocktail hormonal, un IGF-1 qui a été évoqué sans doute tout à l'heure par Laurent, c'est l'hormone de croissance, qui favorise la cancérisation, mais également l'œstradiol. L'œstradiol, c'est une hormone que nous produisons tous, hommes et femmes, c'est une hormone féminisante. Les femmes, évidemment, produisent plus que les hommes. Et l'œstradiol a un gros inconvénient, donc c'est une hormone qui est indispensable pour la reproduction. Sans estradiol, je ne serais pas là pour vous parler, ni vous pour m'écouter, donc on est redevable à l'œstradiol de notre présence ici. Mais il y a quand même un gros inconvénient, c'est qu'il favorise la prolifération cellulaire, et en particulier le cancer du sein. Alors, le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il y a aussi des cancers du sein chez les hommes, 5% des cancers, on ne sait pas. Mais les hommes ont moins de cancer du sein parce que la glande mammaire est moins développée, donc il y a moins de récepteurs oestrogènes et on produit moins d'oestrogènes que les femmes. Et inversement, on produit plus de testostérone et moins d'œstradiol. Alors, les effets féminisants de la viande et des produits laitiers, ils sont dus donc à la présence d'œstradiol, de l'œstrone, une autre hormone féminine, et des mycotoxines. Alors, les vaches modernes, comme la prime Holstein que vous avez ici, ont été sélectionnées dans le sens de la productivité. Ça veut dire que ce sont des individus qui ont été sélectionnés parce qu'ils produisaient davantage d'hormones, qui à son tour permettent de produire davantage de lait. Sauf que ces hormones, on les retrouve dans le lait. Donc le lait moderne, c'est vraiment un cocktail hormonal assez dévastateur. Comme si ça ne suffisait pas, vous avez souvent vu dans les champs ces espèces de balles enroulées dans du plastique. C'est ce qu'on appelle l'ensilage. Alors qu'est-ce que c'est que l'ensilage? On récolte le foin, le maïs, les fourrages en été, à la fin de l'été, et on les stocke, on les conserve dans ces balles en plastique, où se produit une fermentation lactique qui conserve donc ce fourrage. Sauf que tout ne se passe pas toujours comme il faudrait que ça se passe. Il y a de l'humidité, de la chaleur, c'est le milieu de culture absolument parfait pour que les moisissures se développent. Et les moisissures développent des mycotoxines qui sont alors cancérigènes. Vous avez peut-être entendu parler des aflatoxines qui provoquent des cancers du foie, mais qui sont également féminisantes. C'est-à-dire que ce sont des perturbateurs endocriniens et qui vont augmenter le risque de certains cancers. Donc vous avez dans le lait un cocktail avec de l'œstradiol et de l'œstrone produit par la vache, plus les hormones qui sont rajoutées en douce dans certains laboratoires, dans certains élevages en France, sans qu'on puisse vérifier ou contrôler, pour accroître la production, et des mycotoxines cancérigènes et perturbatrices endocriniennes. Alors voilà une étude. Alors c'est pareil en bio, hein. Ce sont des composés, l'œstrone, l'œstradiol, qu'on trouve naturellement, hein, c'est écrit ici, naturellement dans les animaux et qui sont produits, qui ont des effets œstrogéniques. Donc là, le bio ne vous sera également d'aucun secours, vous aurez de toute façon votre dose d'œstradiol de la même façon. Et ce sont les mêmes variétés de vaches qu'on utilise en bio. Alors, on va ici en profiter pour tordre le cou à un mot que je déteste qui s'appelle phytoœstrogène. On vous dit souvent ne consommez pas, on dit aux hommes surtout. Alors, c'est juste un point, je reviens là-dessus. Chez l'homme qui va consommer donc, des produits laitiers et de la viande, vous allez avoir un effet féminisant. Chez les femmes, un effet féminisant sur les femmes ne va pas être apparent, ça ne va pas avoir une incidence, mais ça va quand même augmenter le risque de cancer en ajoutant des œstrogènes aux œstrogènes déjà synthétisés par la femme. Les phytoœstrogènes, lorsqu'on a comparé une étude qui a été faite en Australie, et donc on a pris 2 populations d'hommes adultes, et on a donné à certains un régime à base de viande et un autre à base de soja. Donc on dit toujours le soja est féminisant, etc. Sauf qu'on constate que le taux d'estradiol est 10 fois plus élevé chez ceux qui ont reçu un régime à base de viande. Ce qui est logique puisque
L'estradiol est fabriqué à partir du cholestérol. En théorie, c'est pas tout à fait vrai, mais il n'y a pas de cholestérol dans les plantes, donc il ne peut pas y avoir d'estradiol. En revanche, il y en a dans la viande, comme on l'a vu. Donc, chez les hommes qui consomment de la viande, ils ont un taux d'hormones femelles, féminisantes, il n'y a pas d'hormones mâles et d'hormones femelles, ils ont d'hormones à effet féminisant plus élevés que ceux qui consomment des aliments à base de soja. Une étude très intéressante qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui montrait que, bon ça c'est vraiment pas un bon journal, mais ça a le mérite d'être en français, que les gladiateurs étaient principalement végétariens. Donc c'est un peu contre-intuitif par rapport à la symbolique de la viande. Et on s'en est rendu compte parce qu'on a retrouvé dans leur squelette un isotope radioactif qui est l'azote 15, qui est typique de la consommation de légumes. Alors attention au contresens, légumes en anglais, ça veut pas dire légumes, ça veut dire légumineuse. Légumes en anglais c'est vegetable, donc c'est des légumineuses comme le soja, donc ils doivent manger des fèves, des pois, que c'est à leur corps. Et empiriquement, il semblerait que les Romains se soient rendus compte que les gladiateurs étaient plus costauds quand ils mangeaient des légumineuses que quand ils mangeaient de la viande. Autre étude très intéressante qui compare le taux de testostérone chez des hommes d'Okinawa. Okinawa, c'est une île au sud du Japon, dans laquelle on consomme beaucoup de soja, ce que tu me confirmeras, Jaco. Ouais, c'est ça, merci. Merci à toi. On consomme beaucoup de soja sous forme de tofu et on a comparé des hommes de la même tranche d'âge, alors donc chez les habitants d'Okinawa où on consomme du tofu et en Amérique où on n'en consomme pas ou peu. Et on se rend compte que les hommes d'Okinawa ont davantage d'hormones mâles que les hommes américains. Alors, on va aborder une autre étude, c'est plus récente, qui a été menée, cette fois-ci conduite en Malaisie, chez les hommes végétariens et les hommes non végétariens. Et on s'est rendu compte que chez les hommes végétariens, on avait 2 fois plus de testostérone que chez les hommes non végétariens. Alors il y a une explication à ça, c'est que les isoflavones du soja sont ce qu'on appelle des inhibiteurs d'aromatase, c'est-à-dire qu'elles empêchent la transformation de la testostérone, elles n'empêchent pas complètement bien sûr, elles limitent la transformation de la testostérone en estradiol. Donc on va maintenir des taux plus élevés de testostérone. Sachant que la testostérone est l'hormone du désir, les oestrogènes aussi d'ailleurs, peu importe. Donc ça va plutôt avoir un retentissement bénéfique sur la libido masculine, a priori. Il y a aussi un autre composé qui est très abondant dans les légumineuses, qui est l'arginine. Alors l'arginine, ce n'est pas un acide aminé essentiel. Et lorsque vous consommez des légumineuses, la teneur en arginine va largement dépasser nos besoins en arginine, d'autant plus que notre organisme peut synthétiser l'arginine. Mais cet excès d'arginine, il est extrêmement intéressant parce que l'arginine en excès va être dégradée en monoxyde d'azote, un oxyde nitrique, qui est un puissant vasodilatateur. Alors, vasodilatateur, bon, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Ça a aussi un effet intéressant, c'est que cette dilatation des vaisseaux va aussi prévenir des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux, parce que ça va permettre une meilleure irrigation du cerveau et du cœur respectivement. Autre effet des isoflavones, ce sont des inhibiteurs de la PDE5A, la phosphodiestérase, je ne sais pas si ça vous parlera plus. Il faut savoir que c'est une enzyme qui inhibe l'érection. Donc les isoflavones sont des inhibiteurs de l'inhibiteur. Et c'est exactement le mode d'action d'une célèbre pilule bleue que je n'utilise pas bien sûr, qui s'appelle le Viagra. Alors, on n'a pas pu évidemment tester, on peut mesurer les hormones chez les hommes, mais sur leur activité sexuelle, ils ont tendance à embellir et à mentir, donc on n'a pas pu le faire. En revanche, on a observé chez un de nos cousins, qui s'appelle le collobe rouge, que voici. Chez le collobe rouge, il consomme une plante que vous connaissez peut-être, non, vous la connaissez pas, parce que c'est une plante qui vit en Afrique, qui n'est pas très connue ici, et qui peut-être vous rappelle une plante ornementale qu'on utilise chez nous. C'est la glycine. C'est la même famille.
Le nom latin du soja, c'est glycine max, donc tout ça, ce sont des légumineuses. Et cette glycine, elle a un avantage, un intérêt pour les chercheurs, c'est qu'elle ne pousse qu'à une certaine période de l'année. Et donc, les singes consomment cette plante, et on a observé l'incidence de la consommation chez l'écologue de cette plante riche en phytoestrogènes de la famille du soja. Et on s'est rendu compte que ça augmentait l'agressivité des colobes et la fréquence des accouplements. Donc là, encore une fois, on est loin des oestrogènes que vous voyez souvent sur Internet qui inhibent la libido. Augmentation de la libido chez les singes, et alors, une expérience tout à fait végane, puisque les gens ont observé les singes à distance, ils n'étaient pas dans des cages, donc aucun problème éthique dans cette salle ce soir. L'intérêt de cet effet vasodilatateur d'arginine ne se limite pas à l'augmentation possible de la fonction érectile. Il faut savoir que le Viagra a été administré à des nouveau-nés prématurés, alors c'est pas pour rétablir la fonction érectile évidemment, c'est parce que ce sont des vasodilatateurs. Chez des nouveau-nés prématurés, il y a des pédiatres britanniques qui ont sauvé des bébés comme ça. En leur donnant du Viagra, ça a dilaté leurs artères, ça a dilaté leurs bronches, et ça leur a permis de retrouver une respiration normale. Donc ceci pour vous dire que l'arginine a évidemment probablement un effet bénéfique sur la fonction érectile, mais aussi probablement sur l'ensemble de la circulation et prévient des maladies cardiovasculaires et des AVC. Alors on va maintenant aborder les produits laitiers, présentés comme nos amis pour la vie, on va voir ce qu'il en est. C'est un sujet très connexe de la viande, puisque l'essentiel de la viande consommée en France provient de ce qu'on appelle de la vache de réforme. Une fois que la vache a été pressée jusqu'au dernier litre de lait, elle va ensuite à l'abattoir et elle va être transformée en steak haché. L'essentiel des steaks hachés consommés en France sont de la vache de réforme. C'est pas du tout du bœuf, enfin bon, passons. Donc, recommandation officielle en France, 3 produits laitiers par jour, sinon on va être décalcifié. Alors, question, si vous êtes végétarien, où est-ce que vous avez trouvé l'autre calcium? Alors, on va reprendre les images et les animaux, j'adore ça. L'animal terrestre qui a le squelette le plus développé, c'est la girafe. 20 grammes de calcium par jour, il faut que la girafe consomme 20 grammes de calcium par jour. À titre de comparaison, l'homme c'est 0,4 g par jour, même si en France, ça c'est les taux de l'OMS, 0,4 g par jour chez l'homme. En France, ils sont de 1 g par jour, mais, et c'est important de le savoir, la personne qui a fixé les taux de calcium en France s'appelle Léon Guéguen, c'est pas très puissant comme on le remarque, mais en revanche, quand je vous ai dit qu'il est financé par Candia, ça change un petit peu la perception qu'on peut avoir de l'objectivité dans ses recommandations. Donc, les apports en calcium, il y a une étude, une méta-analyse qui est parue il n'y a pas très longtemps, je crois, en 2014, qui a étudié les effets du calcium sur le risque de fracture. Et cette étude qui est publiée dans le BMJ, qui est une grosse revue médicale, c'est le British Medical Journal, très grosse revue médicale, très prestigieuse, elle montre qu'il n'y a eu aucune preuve clinique que augmenter les apports en calcium par l'alimentation prévient des fractures. L'exact contraire de ce que nous ressasse le Programme national nutrition santé. Si la consommation de produits laitiers n'a aucun avantage dans la prévention des fractures, en revanche, elle a un gros inconvénient. Chez la femme, elle augmente le risque de cancer ovarien. Alors, souvent, lorsque les amis de l'industrie laitière, Jean-Marie Bourges, Jean-Michel Cohen, etc., vous balayez de revers de main les objections que l'on peut faire à la consommation de produits laitiers en disant tout ça c'est des ragots pseudo-scientifiques, etc. Cette étude qui montre le lien entre cancer ovarien et consommation de produits laitiers est publiée dans la plus prestigieuse revue de nutrition, l'American Journal of Clinical Nutrition, Impact Factor 7, ça ne parle peut-être pas, mais ça en fait des revues scientifiques les plus prestigieuses. Voilà pour la pseudo-science. Pour le cancer prostatique, alors le pendant du cancer ovarien en quelque sorte chez l'homme, alors justement sur le cancer ovarien, c'est d'autant plus grave que ce cancer, on dit que c'est un cancer qui a un mauvais pronostic, c'est-à-dire on le découvre toujours trop tard, même souvent toujours trop tard.
Le cancer ovarien, ce n'est pas le cancer le plus fréquent, c'est le cancer du sein chez la femme, mais c'est le cancer le plus mortel. Donc, pour une femme, consommer des produits laitiers ne la protégera pas des factures, mais l'expose au risque de cancer ovarien, probablement même risque de cancer du sein. C'est toujours lié à l'œstradiol et à l'IGF-1, les hormones qu'on trouve dans le lait. Le pendant de ça, c'est le cancer de la prostate chez l'homme. Alors ça, c'est une étude, je ne sais pas s'il faut en pleurer ou s'il faut en rire, qui a été publiée donc, toujours dans le BMJ, je crois, oui, dans British Journal of Nutrition, notre grosse revue, et qui dit que les produits laitiers ont un effet néfaste sur le cancer de la prostate, donc favorise le cancer de la prostate. Et parmi les signataires de l'étude, on retrouve un monsieur qui s'appelle Serge Herzberg, qui est le responsable du programme national nutrition santé. C'est-à-dire que la même personne en France vous recommande de consommer des produits laitiers tout en publiant des études qui montrent que les produits laitiers augmentent le risque de cancer de la prostate. Voilà, je vous laisse apprécier. On va maintenant aborder la partie viande et environnement. Et alors, je vais citer le livre d'un homme que j'admire beaucoup. Et c'est bon, on aura la salle la prochaine fois, Michel, c'est bon, ça c'est fait. Alors, à la Juppé, je ne mangerai pas de cerises en hiver. Alors, ben c'est très bien, on en déduit qu'il a les moyens d'acheter des cerises en hiver, on est content pour lui. Alors, c'est assez inquiétant parce que, non, on ne va pas dire ça comme ça, parce qu'on revient quand même. Donc, c'est très encourageant de voir que Alain Juppé a une prise de conscience sur l'urgence environnementale, il a décidé d'arrêter de manger des cerises en hiver. Mais malheureusement, c'est peut-être pas suffisant et c'est peut-être pas tout à fait à la hauteur du défi climatique qui se dessine. Puisque, comme vous le savez peut-être, c'est pas tellement les transports qui sont les plus contributifs aux gaz à effet de serre, mais c'est surtout la consommation de viande. Donc, idéalement, il aurait mieux valu peut-être qu'il va publier le tome 2, je ne mangerai plus de viande, mais il aurait mieux valu qu'il ait écrit ça. Donc, ça, c'est résumé un peu avec humour. On dit toujours qu'un végétarien 4x4 pollue moins qu'un omnivore à vélo. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous ayez faut rouler en 4x4, mais plutôt de lever le pied sur la consommation de viande et de produits laitiers, parce qu'effectivement, la viande est extrêmement polluante. La viande est polluante pour une raison, ça c'est une définition personnelle que j'ai de la viande, qui me paraît quand même assez juste. C'est la façon la plus cruelle et la plus inefficace de produire des aliments. Pourquoi ? Parce que le gaspillage de ressources pour produire de la viande est absolument effroyable. Il faut par exemple 7 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines sous forme de viande de bœuf. Soit dit en passant, on m'accuse souvent de rouler pour le lobby du soja. Il faut savoir que le lobby du soja a toujours fait en sorte qu'on ne consomme pas directement du soja. Le lobby du soja n'a pas intérêt à ce que l'on consomme du soja. Alors là, vous êtes en train de dire, ça y est, on l'a perdu, il raconte n'importe quoi. En fait, le principal débouché du soja, de l'industrie du soja, c'est l'alimentation animale. Si vous consommez directement du soja, vous allez réduire votre part de consommation de soja. Puisque pour faire un steak de soja de 1 kg, il faut 1 kg de soja. Pour faire le même steak avec de la viande de bœuf, il faut 7 kg de soja. Je ne sais pas si je suis clair. Enfin, en gros, quand vous consommez directement des protéines végétales, c'est beaucoup plus économique et ça nécessite moins de protéines végétales. Donc l'industrie du soja s'est toujours opposée, je n'ai pas le temps de développer, au développement du soja dans l'alimentation humaine. Pour se convaincre de ça, on a ici une infographie qui montre l'incidence du type de régime sur les gaz à effet de serre. Quelqu'un qui va manger, qui va avoir une alimentation végétalienne, donc sans viande et sans produits laitiers, a l'impact environnemental le plus faible, donc par an, je crois que c'est exprimé par an, je crois que c'est l'équivalent de 280 à 629 km. Avec une voiture moyenne, c'est une étude qui a été faite en Allemagne. On voit que manger bio, quand on consomme de la viande et des produits laitiers, a un effet de réduction des gaz à effet de serre qui est marginal. Quelqu'un qui mange des produits végétaux, des protéines végétales non bio, par rapport à quelqu'un qui mange de la viande bio, a un effet, un impact environnemental bien plus faible que la personne qui consomme bio. Alors évidemment, l'idéal c'est de cumuler le bio, le local et le végétal. Mais la première chose à faire, si on veut vraiment réduire son empreinte carbone, c'est de végétaliser l'alimentation.
Une autre infographie dans le même ordre d'idée, on a ici la quantité d'eau qu'il faut pour produire par exemple du tofu, des haricots, donc ce sont des légumineuses, par rapport au porc, au bœuf, etc. Et on voit que la quantité d'eau est faramineuse pour produire de la viande de bœuf, c'est ce que je disais tout à l'heure. La viande est probablement le moyen le plus inefficace de produire des aliments. Alors ici, pareil, c'est encore cette fois-ci exprimé uniquement en quantité d'eau, mais les valeurs sont indiquées. Donc je crois que c'est pour produire je crois qu'un kilo, voilà, c'est indiqué, il faut 15 500 litres d'eau pour 1 kilo de viande de bœuf. À côté de ça, les légumineuses, les céréales, les produits végétaux ont des besoins, les besoins hydriques sont beaucoup plus faibles pour produire ce type d'aliments. Alors celle-là, normalement, il n'y a plus d'élus, la municipalité de Bordeaux, donc on peut se lâcher un peu. Alors on passe le prix de la grande fois d'Europe, c'est fini. Alors, il y a souvent un argument qui m'agace un petit peu, je suis poli, c'est celui qui consiste à dire oui, mais les plantes ont une sensibilité, donc les végétariens vont manger des animaux, enfin des végétaux, mais ils ont aussi le fameux cri de la carotte, décliné sous toutes ses formes. Comme je disais tout à l'heure, en fait cet argument-là, c'est un argument en faveur du végétarisme. Si les plantes ont effectivement une sensibilité, vu que pour produire de la viande, il faut que l'animal consomme beaucoup plus de plantes. Si on consomme directement des plantes, on va forcément en détruire moins ou en tuer moins. Alors, je ferai simplement observer qu'il y a certains animaux, dont l'homme, qui peuvent parfaitement se nourrir avec les plantes, en symbiose avec les plantes. Les abeilles trouvent leur nourriture dans les plantes, et elles ne détruisent pas les plantes, au contraire, elles favorisent leur reproduction. Les fruits, c'est pas fait pour les chiens, mais c'est fait pour les tortues, visiblement. Il faut savoir que chez certaines espèces de cactus, la reproduction du cactus dépend étroitement des tortues. Les tortues vont manger ce genre de fruits de cactus, vous avez peut-être déjà mangé, c'est ce qu'on appelle les figues de Barbarie, on en trouve parfois dans les magasins bio ou pas d'ailleurs. La tortue mange le fruit, elle ne détruit pas le cactus. Vous voyez que le fruit est très accessible, il n'est pas bordé d'épines, donc la tortue peut manger le fruit sans se piquer. Et c'est un processus qui est indispensable à la reproduction de la plante. C'est-à-dire que le fruit et les graines qui contiennent doivent transiter par le tube digestif de la tortue pour pouvoir être activés pour la germination. Et c'est un gros avantage, c'est que la tortue va disséminer la graine, puisque la digestion ne va pas se faire instantanément, donc elle ne va pas courir plusieurs kilomètres avant de faire ses besoins. Gros avantage pour la plante, maturation de la graine, et en plus il y aura de l'engrais en prime qui va être associé avec elle. Dernier point, finalement c'est passé plus vite que prévu, qui m'agace aussi un petit peu, qui consiste à dire que si l'homme est devenu intelligent, avec un gros cerveau, etc., c'est parce qu'il consomme de la viande. Les études récentes en ethnologie montrent qu'en fait c'est parce qu'on a cuit les aliments et non pas parce qu'on a consommé de la viande. Voilà, encore un préjugé qui tombe. Donc maintenant que vous êtes convaincu par les bienfaits du régime végétarien, vous allez dire mais je vais être végétarien dès ce soir, ce que je fais. Alors, quelques précautions quand même, il faut faire attention. Dans le régime végétalien, il n'y a pas de vitamine B12, donc supplémentation obligatoire en vitamine B12, ne faites pas l'impact là-dessus, surtout pas. Vitamine D3 également, sachant que 99% de la population française est carencée en vitamine D3, donc apparemment vous êtes tous carencés en vitamine D3. Prenez de la D3 parce que c'est la forme biologique la plus active. La D2 n'a pas d'activité, et je vous conseille également de consommer du zinc. Voilà. Merci, et puis on va passer aux questions.